Salut les chouetteux, comme promis, on se retrouve pour le traitement de l'énigme suivante, c'est la 420. J'espère que tout le monde va bien, vous êtes confortablement installés, et c'est parti. Alors c'est une énigme que j'aime particulièrement, cette énigme, d'abord parce que j'aime bien les couleurs chaudes du visuel, je les apprécie, et c'est aussi un petit côté affectif que j'ai avec cette énigme parce que tout d'abord, c'est la première énigme que j'ai résolue. Quand je dis résolue, on va parler du crypto primaire seulement. C'est un crypto qui m'a parlé tout de suite et j'étais très très content de l'avoir résolu. Donc j'ai un petit côté affectif par rapport à cette énigme. J'en ai un autre parce que j'y place une astuce que j'ai rarement vue et dont je suis fier, on va dire les mots. Je suis content d'avoir trouvé cette astuce et d'obtenir le résultat que j'obtiens. Allez, on y va. 420, c'était le numéro. Du ciel vient la lumière. Alors ça, si vous ne l'avez pas noté, c'est grave quand même. Du ciel vient la lumière. On nous le dit. Ensuite, un crypto et un petit texte. Alors, toi, tu vas aller là-haut. Voilà. Et qui nous disait de prêter un arc à Apollon. Celui-ci va compter un certain nombre de mesures vers le zénith. Et dans une fraction de seconde, une fraction de jour sidéral, son trait s'abattra et on nous demande de trouver la flèche. Il existait une version primitive de cette énigme qu'on a découvert sur le tard. Globalement, c'est le même titre, c'est quasiment le même crypto. La petite différence, c'est qu'ici, le 100 était écrit en chiffres, alors que dans la version finale, quand on va y revenir, vous allez voir, il était écrit en lettres. Les différences principales étaient dans l'écriture de ces deux nombres, qui n'ont pas les mêmes valeurs tout à fait. Sur la version finale, on est plus sur un 1969,697. Et puis là, honnêtement, je ne sais plus quelle est la valeur de l'autre, mais elle est légèrement différente. Cependant, elle fait référence à une autre entité. Ici, on a un jour ordinaire, dans l'autre, on a un jour sidéral. On va voir qu'il y a une petite différence entre les deux. Voilà, c'est les différences principales entre les deux énigmes. On revient à la V2, celle qu'il fallait résoudre, celle qui nous était fournie dans le livre. Concernant le visuel et le CDC, il y a également eu deux versions. Alors, on constate tout d'abord que il n'y a aucune instruction pour peindre une grosse tache noire ici. Donc, toutes les solutions basées sur des phénomènes d'éclipse, de trous noirs, des choses comme ça, je pense qu'elles étaient vouées à l'échec dès lors que cette tache noire n'était pas demandée. La différence principale entre les deux versions, sinon, c'est que ça concerne 7 éléments ici. Le compas n'était pas prévu dans la version originale, il y avait juste une lettre N. Et le compas est apparu dans une deuxième version. Non seulement on a demandé un compas, mais on a demandé à ce qu'il soit planté dans la lettre N, ce qui fait un ensemble, le compas et la lettre N ensemble, puisque le compas est planté dedans, c'est qu'il y a forcément un lien entre tout ça. Voilà, on verra ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est important. Le thème, il est évident, on a les sigles des planètes,
On va parler astronomie et tout ce qui ici rapporte. Le décryptage lui-même n'était pas très difficile, comme je vous l'ai dit. Moi, ça a été ma première énigme que j'ai décryptée tout seul, comme un grand. Voilà, j'ai vu les planètes. Dans le texte, j'ai vu l'occurrence de plusieurs fois le nombre 365, il y avait le symbole de la Terre, Terre 365. Ensuite, on fait le rapport. Après, on se dit que si on trouve les périodes de révolution des autres planètes, ça va le faire. Effectivement, il était assez facile de trouver des tables de ce style qui nous donnaient les périodes de révolution des planètes du système solaire, de notre système solaire. Pas, les planètes dont on parle sont celles de notre système solaire. Certaines sont données en années, parce que les plus lointaines mettent plusieurs années, voire plusieurs centaines d'années pour faire le tour du Soleil. Il fallait donc convertir ces nombres en jours. Une fois que c'était fait, on remarquait l'occurrence de ces nombres-là dans le texte crypté. Il fallait ensuite remplacer ces nombres par l'initiale de la planète auquel ils étaient rattachés. Ce qui nous donnait le texte suivant. C'est là que l'aigle imprima la marque de ses serres dans le sable 100 jours avant de se casser le bec et y laisser ses plumes. L'aigle et les 100 jours, là, on comprend tout de suite que ça fait allusion à Napoléon quand on connaît un minimum l'histoire de France. L'aigle, c'est l'empereur. Les 100 jours, ça correspond à une phase de sa vie, une période d'histoire qui a été nommée ainsi, les 100 jours, même si ça n'a pas duré tout à fait 100 jours, un peu plus. Mais on ne va pas chipoter, l'histoire a retenu ce nom-là, les 100 jours de Napoléon, qui débute après son retour d'exil, de son premier exil à l'île d'Elbe. Quand il est revenu de l'île d'Elbe, son bateau a accosté à Golfe-Juan et il a débarqué le 1er mars 1815 sur la plage du Soleil à Golfe-Juan. La plage, le sable, il a donc marqué son empreinte sur le sable de la plage de Golfe-Juan. Ceci nous était confirmé par une nièce. Il s'agissait bien de cet événement venu de l'île d'Elbe. Il y débarqua. Il existe effectivement à Golfe-Juan une stèle qui rappelle cet événement. Ici, Napoléon débarqua en 1815. Voilà, c'était pas non plus le crypto le plus difficile de la chasse. Et on trouvait assez facilement, en faisant quelques petites recherches documentaires, l'endroit dont il s'agissait. Ensuite, on nous demande de prêter un arc à Apollon. Alors, nous sommes à Golfe-Juan. Apollon, c'est le dieu de la lumière, le soleil. Il était de coutume de penser que les flèches d'Apollon, c'était les rayons du soleil. Les traits de lumière, donc. Traits, rayons, lumière, tout ça, c'est la même chose. Je vous rappelle le titre, la lumière vient du ciel. Il fallait donc lever la tête pour voir la lumière. Si vous ne levez pas la tête, vous ne voyez pas la lumière puisqu'elle vient du ciel. Le trait s'abat, donc le trait, on parle du rayon de lumière, le trait de lumière, il s'abat, c'est donc qu'il a un mouvement qui va de bas en haut, quelque chose qui va, de haut en bas, c'est quelque chose qui va de bas en haut ne s'abat pas, il s'élève. Donc, moi, je dis rien, mais dans certaines pistes qui consistent à penser que le trait de lumière part du niveau de la mer à
Golfe-Juan pour s'élever vers un sommet, ne serait-ce qu'une petite colline de 650 mètres, si vous voyez ce que je veux dire, ça va pas. Le trait ne s'abat pas. Il s'élève. Les gens auraient dû le capter, ça. En plus, on le dit, la lumière vient du ciel, elle vient pas du sol. À ce moment-là du jeu, du moins. Donc, je ne veux pas citer une piste particulière, mais je pense que tout le monde aura compris. Donc, quand on parle d'Apollon, de soleil, de lumière, de flèches, d'arc et de ciel, moi, je comprends une chose, c'est qu'on parle d'arc-en-ciel. Une IS est rattachée à cette énigme et qui valide, je pense, la notion d'arc-en-ciel. Pourquoi ? Parce que cette énigme parle de l'étape du 16 juillet 93. Le Tour de France a franchi une ligne, donc il s'agira du tracé du départ de cette flèche jusqu'à son point de chute, a franchi une ligne. Le champion du monde saurait-il pédaler assez vite pour que son maillot devienne blanc ? Alors, tout le monde a associé, bien sûr, cette partie de l'IS à l'énigme B, où on fait référence au disque de Newton, un disque coloré qui tourne et qui devient blanc. Alors oui, mais pas que. Le fait d'associer cette énigme à cette IS, à cette étape du Tour de France, c'est quand même pas anodin. Je vais vous présenter le circuit de l'étape. Toi, tu redescends en bas. Cette énigme, le 16 juillet, partait d'Isola et allait à Marseille. Pour ce faire, elle empruntait ce chemin et on constate que c'est l'étape du Tour de France 1993 qui passe au plus près de Golfe-Juan. Golfe-Juan, c'est ici. C'est donc pour moi une confirmation du fait que quand on est à Golfe-Juan, on voit un arc-en-ciel, ne serait-ce que par le maillot du champion du monde, car on nous parle de son maillot, et le maillot du champion du monde de cyclisme, il faut savoir qu'il a une caractéristique particulière, c'est ce qu'on appelle le maillot arc-en-ciel. Donc pour moi, l'arc-en-ciel, quand on est à Golfe-Juan en 420, c'est validé, de par le texte de l'énigme et de par cette liesse complémentaire. Ensuite, il fallait s'intéresser aux caractéristiques d'un arc-en-ciel. Alors, il faut savoir qu'un arc-en-ciel, pour être visible, il faut que l'angle que forme l'axe de vision de l'observateur avec l'inclinaison du rayon des soleils qui viennent frapper les gouttes d'eau, cet angle entre le rayon et l'axe de vision doit faire 42 degrés. Si vous n'avez pas cet angle-là, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Moi, personnellement, ça m'a parlé tout de suite dès que j'ai vu l'arc-en-ciel. Quand j'étais petit, j'étais abonné à une revue qui s'appelait Tout l'univers. C'était une revue encyclopédique de vulgarisation des sciences pour les jeunes. Et moi, j'étais fan de cette revue, et c'était tout à fait le genre de choses qui étaient expliquées, tous les phénomènes physiques, naturels, étaient expliqués clairement. Et c'était une revue de vulgarisation des sciences, et moi, j'aimais beaucoup ça. Donc, je connaissais cette histoire d'angle entre le rayon et l'axe de vision. J'ai quand même fait des recherches pour savoir si c'était facilement trouvable. Donc, quand vous prenez, là, je vous ai mis l'extrait d'une petite encyclopédie Larousse, voilà, c'est expliqué, plus de 42 degrés au-dessus de l'horizon, l'arc-en-ciel disparaît. Donc, c'est une information qui était facilement trouvable.
Donc on va mémoriser cette information et on va continuer. On est à Golfe-Juan en présence d'un arc-en-ciel et le soleil est donc les rayons du soleil ont donc une inclinaison de 42 degrés à ce moment-là. Dans le texte de nos énigmes, nous sont proposés quelques calculs. On va les passer en revue. Donc, on parle d'un trait de lumière. La flèche d'Apollon, qui est un trait de lumière, qui est un rayon du soleil, il se déplace à la vitesse de la lumière. Donc, pour faire notre calcul, on va avoir besoin de la vitesse de la lumière. On la trouve très facilement. Elle est très facilement mémorisable. C'est un chiffre qu'on connaît, qu'on retient facilement, 300 000 km/s. C'est pas exactement ça, mais tout le monde utilise cette valeur-là. Ça donne des résultats suffisamment corrects pour obtenir des résultats justes. Donc on est sur une opération simple. On a une vitesse qui est donc une distance divisée par un temps. Et on a un temps qui est une fraction de jour sidéral. Le jour sidéral, en faisant quelques recherches, on trouvait sa valeur exacte qu'il fallait convertir en secondes. Donc c'est un temps. La vitesse multipliée par le temps, les temps s'annulent, il nous reste une distance. Cette distance, une fois qu'on a fait l'opération, nous donnait le résultat de 559 km. Très bien. Mais attention, 559 km, c'est la distance parcourue par la lumière sur le tronçon qui nous intéresse, de Golfe-Juan jusqu'à son point de chute. Ça n'est pas la distance horizontale sur la carte, puisque le rayon la lumière vient du ciel, le rayon est incliné. Il faut donc calculer la distance sur carte, la distance horizontale. Et ça, c'est un petit problème de géométrie classique. Donc on a le rayon qui est incliné, un angle de 42 degrés. Là, à partir de la verticale de Golfe-Juan, c'est cette distance qui fait 559 km, et nous, c'est cette distance qu'il faut trouver. Donc c'est un problème classique de trigonométrie. Donc ça, c'est du niveau 4e, 5e. Dans la trigo, on doit commencer ça 4e, je pense. Donc on doit avoir 13 ans, à peu près. Hein, pas très difficile. Un triangle rectangle, donc un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse. Quand on considère un angle comme celui-ci, le côté opposé à l'angle considéré, ça s'appelle le côté opposé. Et le côté qui rejoint l'angle droit par rapport à l'angle considéré est appelé le côté adjacent. Pour connaître la longueur d'un côté adjacent, eh bien la formule est simple, c'est la longueur de l'hypoténuse multipliée par le cosinus de l'angle, le cosinus 42. Ne vous embêtez pas avec l'étape trigonométrique comme on faisait il y a très longtemps. Tout ça, c'est programmé dans les calculettes maintenant. Cosinus 42, vous embêtez pas à le chercher, elle va vous le donner. Ça va vous multiplier la valeur par la longueur de l'hypoténuse et ça va vous donner le résultat qui est de 415 km, soit 415 mm sur une carte. Nous avons donc notre distance. Un autre calcul, avant de passer à la recherche de la flèche, c'était la lumière. Alors, là, on va faire un petit retour en arrière pour une meilleure compréhension, pas pour aller chercher un élément, parce qu'on n'en a pas besoin, mais voir ce qu'on a fait précédemment. On a vu en 500 que
quand on prenait un nombre de mesures et qu'on y appliquait un diviseur ou un multiplicateur, en l'occurrence c'était un diviseur, on remplaçait ce diviseur par un préfixe et l'expression était équivalente. Donc en l'occurrence c'était micro. Et bien ici c'est pareil, on a la même chose. On a à nouveau un compas dans le visuel, comme en 500, qui nous dit attention, on va utiliser la mesure. Compas égale mesure pour moi. Chaque fois qu'on voit un compas, on utilise la mesure. Et ce compas, il se trouve que dans le visuel de la 420, ce compas est associé de façon ferme, puisque le compas est planté dans le N, donc le N fait partie du pictogramme, et le N, il se trouve que c'est la lettre qui symbolise le préfixe nano. Le nano, c'est 10 puissance moins 9, c'est une division par 1 milliard. Il fallait donc prendre le même système qu'en 420, avec la même astuce, appliquer un préfixe à la mesure, 1969,697 nanomesures. On remplaçait la mesure par le 0,33 mètres ou 33 cm, ce qui nous donnait le résultat de 650 nanomètres, et 650 nanomètres, c'est la longueur d'onde de la couleur rouge. Alors, effectivement, Max nous disait souvent qu'il était important que ce soit Apollon qui compte. Apollon, c'est le dieu de la lumière, donc s'il compte de la lumière, il va compter avec sa bonne unité en nanomètres. Donc, si c'est Apollon qui compte, c'est tout à fait cohérent d'obtenir un résultat en nanomètres qui correspond à une longueur d'onde lumineuse. Moi, ça me va. De plus, quand on regarde un arc-en-ciel, eh bien, l'arc primaire, celui qu'on voit toujours, l'arc secondaire, on ne le voit pas toujours. Et si vous voyez un arc secondaire, de toute façon, vous verrez l'arc primaire. Eh bien, on constate que le rouge de l'arc-en-ciel se trouve au sommet, en haut, au zénith. Donc il fallait compter vers le zénith, c'est par là qu'il fallait compter. Dans la partie rouge de l'arc-en-ciel, les 650 nanomètres, c'est le rouge, c'est du rouge. Voilà. Donc ça confirme à nouveau le bon résultat. Le zénith, le rouge est en haut, au zénith de l'arc-en-ciel. Michel nous l'a souvent dit, revoyez les midis, mais vous verrez, le rouge est mis. Il a déclaré plusieurs fois. Je pense qu'il savait ce qu'il faisait quand il disait ça. C'est mon opinion personnelle. Donc maintenant, on a quasiment tout pour trouver la flèche. On sait qu'on est à Golfe-Juan et qu'on doit la chercher à une distance de 415 km. Bon, il suffit de tracer un cercle de 415 km centré sur Golfe-Juan et de regarder ce qu'on peut trouver d'intéressant. Alors là, je vous dis tout de suite, vous pouvez vous livrer à l'exercice. Il n'y a pas grand-chose. On croise quelques villes comme ça. Mais la plus importante, la seule qui a un pâté jaune, c'est Besançon. C'est la seule. Hein. Il n'y aura pas d'autres pâtés jaunes sur ce trait. Donc, c'est la ville la plus importante. Il est normal de s'y intéresser. Si en plus on considère l'IS du Tour de France de l'IS numéro 3 de l'étape de la veille, le 15 juillet 93, le Tour de France a croisé la flèche d'Apollon, eh bien l'étape allait de Serre-Chevalier à Isola 2000, ce qui représente ce trait-là, et donc ça délimitait un secteur angulaire de recherche encore plus précis,
et ça simplifiait les recherches, ça validait du moins le fait de trouver Besançon dans le bon secteur. Donc Besançon est validé par cette IS. À Besançon, on trouve une horloge astronomique. Et si on n'avait pas utilisé l'astuce du rayon incliné, on aurait compté nos 559 km à plat et on serait tombé à Strasbourg. À Strasbourg, il y a également une horloge astronomique, une très belle horloge astronomique avec un superbe Apollon qui tient dans sa main une flèche. Donc il y avait beaucoup d'éléments, mais je pense que c'était un piège, c'était le piège de cette énigme. Alors moi, ça a été ma piste pendant longtemps, Strasbourg, jusqu'à ce que j'abandonne parce que je n'arrivais à rien dans les énigmes suivantes avec Strasbourg. Et donc j'ai fait marche arrière, je suis revenu voir si je pouvais pas traiter la 80 de façon différente, jusqu'à ce que je trouve effectivement cette possibilité-là, et de trouver une autre horloge astronomique qui est tout à fait dans le thème de l'énigme. Je vous rappelle le thème de l'énigme, les planètes, c'est à ça que sert une horloge astronomique, à déterminer entre autres la position des planètes. Et cette horloge a une particularité supplémentaire par rapport à celle de Strasbourg, c'est que c'est une horloge qui a été faite par monsieur Louis-Auguste Vérité. Je vous rappelle l'IS associé à cette ligne, il n'y a qu'une seule vérité. Il faut la trouver. Enfin, elle était associée à l'énigme d'avant, mais en fait, elle est associée aux deux parce que en fait, monsieur Vérité a fait deux horloges. L'autre est à Beauvais et il n'y a qu'une vérité, c'est celle-là. C'est celle-là qui est importante. Vous vous souvenez de la 530, disait la vérité en vérité, donc on nous présentait deux vérités aussi, et on nous présentait la vérité, il y en avait une sur les deux, et on est tout à fait dans ce cas-là, c'est à mon avis cette vérité-là qu'il fallait trouver. Et puis pourquoi cette IS est associée aux deux? Parce que il nous dit il n'y a qu'une seule vérité. Donc cette horloge-là, il faut la trouver, mais le chemin est parfois tortueux. Donc le chemin, c'est ce qui est avant de découvrir la vérité. Donc qu'est-ce qu'il y avait avant la 420? C'était la 500, où il y avait le chemin tortueux. Donc la vérité se découvre après le chemin tortueux. C'est ce que nous dit cette IS. Il n'y a qu'une vérité, il faut la trouver, mais le chemin est tortueux. Donc le chemin tortueux, on l'avait trouvé en 500, c'était le jeu de loi avec les embûches. Et l'énigme d'après, c'est la 420, et on découvre la vérité en 420. Donc pour moi, cette IS valide à la fois le chemin tortueux de la 500 et la vérité que l'on découvre à la suite de ce chemin tortueux dans l'énigme suivante, la 420. Il restait encore une chose à comprendre. Pourquoi fallait-il se hâter? C'est pas difficile à comprendre. Là, on est en présence d'un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, ça ne dure pas toute une vie. La Terre continue de tourner. Elle se déplace par rapport au Soleil. Donc l'incidence du rayon sur la Terre va à un moment de plus être de 42 degrés. Et l'arc-en-ciel va disparaître parce que les conditions pour le voir ne sont plus remplies. Donc on est en présence d'un phénomène éphémère. Et c'est pour ça qu'il fallait se hâter de trouver la flèche, parce que l'arc-en-ciel allait disparaître. Voilà, donc on a terminé l'énigme 420. En sortie de 420, on a un lieu, Besançon, et on a aussi, pardon, excusez-moi,
on a un lieu, Besançon, et on a une lumière qui est de couleur rouge. Et eh bien, on va se souvenir que cette lumière est venue du ciel et qu'une lumière du ciel, ça pourrait très bien être une lumière céleste, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je dis ça, je dis rien, on verra plus tard. Voilà, c'en est terminé pour l'énigme 420. J'espère que ça vous a plu. Contrairement à la piste traditionnelle, vous voyez, je n'arrive pas à Dabo parce que moi, j'ai une compréhension différente de cette énigme. J'utilise tous les termes de l'énigme. La lumière vient du ciel, le trait s'abat. Je veux dire, ça ne correspond pas à un trait de lumière qui part du sol, du niveau de la mer, à Golfe-Juan pour aller sur la colline. Ça colle pas. Pour moi, ça colle pas. Voilà. Là, par contre, ça colle. La lumière vient du ciel. Il y a une inclinaison, le trait s'abat et on trouve l'endroit où il s'abat avec cette astuce. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais faire comme pour la 500, je vais faire une petite animation sur la carte 3D pour vous montrer tout ça. Et ensuite, on se retrouvera pour les explications de l'énigme 560. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut les chouetteux, de retour pour une brève animation sur carte en 3D de la 420 pour mieux mémoriser et capter un peu ce qui s'y passe. C'est toujours plus facile de voir ça comme ça qu'une présentation PowerPoint. Donc on avait terminé la 500 avec une tangente. Donc, attendez que je reprenne. Voilà, on avait un rayon qui allait de Chantilly à Carignan et on avait une tangente. Je le retrouve, là voilà. À ce rayon qui nous amenait, je vous avais promis, dans un coin intéressant. Alors effectivement, si on va voir, on arrive pile sur Golfe-Juan. Voilà. Donc de là, alors c'est intéressant parce que en fait, la flèche va reprendre le même trajet. De là, en 420, on avait un rayon lumineux qui venait du ciel et qui s'abattait de haut en bas et dont on calculait la distance à partir de là, c'est-à-dire de Golfe-Juan jusqu'à son point d'impact. Et on trouvait les mesures suivantes. 559 km, c'était la distance du rayon lumineux à partir de là, de Golfe-Juan. La projection sur carte nous donnait une distance de 415 km, ce qui nous amenait pile à la ville de Besançon. Voilà. On prend du recul, le soleil, le rayon, les calculs de distance, etc. Dans un premier temps, on ne sait pas que c'est Besançon. On fait un cercle de recherche de rayon 415 km. Déjà, on voit que le seul pâté jaune qui est croisé, c'est Besançon, hein, vous pouvez voir.
il n'y en a pas d'autres. Voilà, on passe dans les campagnes françaises. Et il n'y a pas de grosse ville. La plus grosse ville, c'était Villefranche ou non? Il y a Figeac, mais on passe quand même assez loin. Il y avait Villefranche de Rouergue ou quelque chose comme ça, je crois, je ne sais plus trop où c'est. Mais bon, c'est une petite ville quand même. Et voilà, la seule pâté jaune, c'était celle-là. En plus, quand on rajoutait l'IS Tour de France, alors là, ça simplifiait les choses, parce que l'IS qui allait de Serre-Chevalier, ici Serre-Chevalier, à Isola 2000, ici, ça croisait la flèche d'Apollon, et donc surtout ça délimitait un secteur angulaire maximum minimum sur cet arc de cercle qui validait encore plus la ville de Besançon. L'IS du lendemain était également validé. Je peux retirer ces deux traits qui délimitent le secteur angulaire. Voilà. Les deux étapes. Rayon lumineux, les distances. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur la 420 en termes de carte. Le reste, c'est la lumière. La lumière, bon, n'a rien à voir. La lumière n'est pas de nature géographique pour moi. Donc, quand on parle d'alignement avec la lumière céleste, il n'y a pas d'alignement, c'est pas de nature géographique. Donc, ça valide les MADI, la déclaration de Michel qui confirmait les MADI, qu'il n'y avait pas d'alignement sur certains MADI avec la lumière céleste. Parce que, effectivement, pour moi, ça n'est pas de nature géographique. Donc, ça ne peut pas être aligné. Voilà, c'était tout en ce qui concerne le petit tour sur carte de la 420. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour parler de la 560 et de tout ce qu'elle recèle. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.